À la une de l'actualité de ce lundi, arrivée de la championne Muriel Aouré à Abidjan, la double médaillée d'argent aux mondiaux d'athlétisme accueillie à l'aéroport par le ministre Dosso Moussa et une foule de supporters. Keiko Honda, la vice-présidente du MIGA, une agence de la Banque mondiale, suit les chantiers du pont Henri Konan-Bédié. Environ 72 milliards de francs CFA ont été investis par la mission dans les travaux de construction du troisième pont. Au Mali, premier conseil des ministres ce lundi, premier jour de travail pour Ouma Tatamli au lendemain de la formation de son gouvernement. Et c'est une équipe à la tâche que veut le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Elle est à Abidjan. Muriel Aouré, la vice-championne du monde des 100 et 200 mètres féminins, est arrivée ce soir dans la capitale économique ivoirienne. Elle a été accueillie à l'aéroport par le ministre Dosso Moussa, représentant le gouvernement. Une foule de supporters venus apporter son soutien à l'athlète, la féliciter pour son triomphe aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Le reportage de Cathy Touré. Ils étaient nombreux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir la princesse des pistes, Muriel Aouré, récemment double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres à Moscou. Les comités de supporters, les membres de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, mais aussi le village de l'athlète étaient de la fête. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui nous anime en ce moment. En fait, nous avons tous prié pour que Muriel décroche au moins une médaille. C'est chose faite, c'est mieux 2 médailles. La suite du programme va montrer que tout le Sud Comboué aime Muriel. Le vendredi, elle ira à Krengabo saluer le roi de Krengabo et venir saluer le roi de Bassam. Et samedi, c'est l'apothéose à Modeste, son village. C'est à 18h20 que la championne est arrivée dans le SAS où l'attendait sa famille et le ministre Dosso Moussa, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ses premiers mots officiels sont pour les Ivoiriens. Je suis vraiment contente d'être ici, je viens juste d'atterrir et je suis pressée de voir la population ivoirienne. Muriel Aouré a ensuite rejoint le salon d'honneur envahi par la presse nationale et internationale pour la conférence de presse. Je suis très contente pour ce que j'ai accompli, être la première femme africaine à avoir une médaille sur le 100 mètres qui est la reine des distances, la distance la plus dure à médailler et vraiment faire ça et revenir 2 jours après pour avoir une médaille encore d'argent sur le 200 mètres, je suis très contente. J'espère vraiment avoir une médaille d'or seulement au JO, dans le 100 et le 200 et le 60 aussi. J'ai été instruit par le Premier ministre et bien sûr donc par le Président de la République pour être là présent, pour magnifier d'abord notre idole, il faut le dire, elle est devenue aujourd'hui l'idole des jeunes, l'idole tout court de la Côte d'Ivoire par ses succès. Et comme elle l'a dit, son exemple, nous l'espérons, inspirera la jeunesse et dire rien ne vaut le travail bien fait. Et c'est ce que nous souhaitons pour elle, en tout cas, encore beaucoup de victoires. Et le gouvernement sera toujours derrière vous, vous apportera donc l'appui nécessaire pour que vous allez le plus loin possible pour devenir une des championnes de ce monde. D'ailleurs, c'est une foule en liesse qui accueille sa championne. La fête à Muriel Aouré se prolongera jusqu'à la fin de la semaine. Elle sera reçue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et une forte délégation du MIGA, mission de l'Agence multilatérale de garantie d'investissement conduite par sa vice-présidente Keiko Honda, a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce lundi au cœur des échanges, passage en revue des secteurs clés pour investir en Côte d'Ivoire. Également, Africa revient peut-être en terre ivoirienne, cette ONG délocalisée du fait de la crise qu'a traversé le pays. La rencontre du président de l'ONG américaine avec le chef du gouvernement ce lundi est un signe annonciateur du retour de l'organisation en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Partie de la Côte d'Ivoire pour des raisons sécuritaires, Africa, une ONG américaine spécialisée dans la promotion de l'agriculture, la sécurité alimentaire et dans l'eau, veut reprendre ses activités en Côte d'Ivoire.
Le président de cette structure est venu porter le message au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'intérêt est d'aider les paysans à mieux produire, avoir beaucoup plus de la valeur et avoir la connexion avec le marché, l'écoulement de leurs produits. Par le passé, ici, Africair avait travaillé dans le domaine de la production du riz et du soja. Avec la délégation de la Banque mondiale conduite par la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie d'investissement, MIGA, il était question du bilan à mi-parcours des investissements déjà réalisés pour la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté au gouvernement et au Premier ministre donc les différents produits que MIGA peut apporter à la Côte d'Ivoire pour encourager la venue des investissements dans des domaines prioritaires. Et le gouvernement a pu nous exposer les domaines qui, de son côté, étaient particulièrement importants pour que MIGA s'y implique. C'est un peu tôt pour nous de dire dans quel domaine nous pourrons apporter les prochaines garanties, mais nous allons étudier les demandes du gouvernement. Ce sont environ 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour des investissements depuis la fin de la crise post-électorale. Déjà, 350 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la production de l'énergie, du gaz et du pétrole, ainsi que dans le secteur du bâtiment, les travaux publics et le tourisme. Et dans le sens des investissements, la délégation du MIGA, conduite par Keiko Honda, a visité les travaux du pont Henri Konan Bédié. Objectif, vérifier l'état d'avancement des travaux du pont pour lequel le MIGA a participé à hauteur de 72 milliards de francs CFA. Léon Brou. 22 pieux de réaliser sur les 62 prévus pour la construction des murs de soutènement du pont Henri Konan Bédié. En 15 mois, l'ensemble du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, comprenant notamment ce pont et l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, est exécuté à 40%. Ces explications sont données par le concessionnaire de l'ouvrage à la vice-présidente de la MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, et d'ajouter que le délai de livraison du pont à péage décembre 2014 sera tenu. François Sako finit par convaincre Keiko Honda de la sûreté de l'investissement de la Banque mondiale. Notre travail n'est pas de faire une vérification technique, mais par contre de travailler avec l'ensemble des parties concernées pour s'assurer que ce projet réussit et qu'il apporte les bénéfices au peuple de la Côte d'Ivoire. Pour le groupe de la Banque mondiale, ce qui est important, c'est de soutenir des projets qui ont un grand impact sur les populations. Et j'ai donc été ravi de voir ce qui va être un projet de ce type en permettant d'accélérer les transferts et les voyages des populations dans Abidjan. Sur les 152 milliards de francs CFA, coût du projet de l'autoroute Riviera-Marcory, la participation de la Banque mondiale est évaluée à 72 milliards de francs CFA. Elle représente des garanties couvrant pendant 15 ans des risques d'expropriation, de guerre, de troubles civils, de rupture de contrat. En bref, justement, une délégation québécoise sera en Côte d'Ivoire du 10 au 12 septembre pour prospecter le marché ivoirien. La délégation sera conduite par Jean-François Lisée, ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. L'information a été donnée par le ministère des Affaires étrangères. On a des factures d'eau ou d'électricité ou bien un problème concernant le transport. Quand j'y vais me plaindre et je n'ai pas gain de cause, donc je prends ça comme ça. Pourtant, des structures de régulation existent en Côte d'Ivoire, réagit le ministre du Pétrole et de l'Énergie au nom de ses collègues. Les populations peut-être ne sont pas bien informées, peut-être aussi qu'elles ne s'informent pas. Il nous appartient de donner un peu plus d'informations. Nous allons nous atteler à faire cela. Le séminaire sous-régional d'Abidjan vient renforcer les capacités des responsables et cadres d'entreprises d'électricité et de télécommunications sur la régulation. Il s'agit effectivement de faire en sorte que les opérateurs puissent produire de l'électricité et de le céder aux abonnés dans les meilleures conditions tarifaires qui soient. Mes attentes pour ce séminaire, c'est d'accroître mes connaissances dans ces deux aspects, à savoir l'accès des tiers au réseau, la gestion
des interconnexions régionales à travers le marché de l'électricité des pays de la CEDEAO. 9 pays africains francophones participent à cette rencontre sur la régulation de l'industrie des réseaux, électricité et télécommunications. Réguler les industries en réseau, c'est de trouver un équilibre entre les différents partenaires qui sont l'État, les investisseurs privés et la population pour que chacun tire un profit raisonnable. La réunion s'achève le 13 septembre prochain et sera sanctionnée par des recommandations sur le mode de financement du secteur de l'électricité, problème commun à plusieurs pays africains francophones. Et dans ce reportage de Francis Boifo, vous avez eu la régulation des secteurs de l'électricité et des télécommunications en marche dans 9 pays africains francophones. Des enquêtes publiques pour réhabiliter le réseau électrique sont en cours dans les régions du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Les équipes de l'Agence nationale de l'environnement et de Côte d'Ivoire Énergie ont procédé au lancement de ces enquêtes auxquelles sont associées les populations. Justine Seydike. La promesse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de positionner la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020 exige l'équipement de la Côte d'Ivoire en infrastructures et installations importantes et stratégiques susceptibles d'attirer les investisseurs et autres opérateurs économiques. C'est pourquoi Côte d'Ivoire Énergie a entrepris depuis quelques mois de renforcer les capacités des postes électriques existants et d'en créer dans certaines localités faiblement servies en courant électrique. Ainsi, les régions du Worodougou, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo ont reçu les équipes de Côte d'Ivoire Énergie pour le lancement des travaux préparatoires, à savoir les études d'impact environnemental et social et les enquêtes publiques en vue de recueillir les avis et les préoccupations des populations de sorte à atténuer les impacts des travaux de construction des lignes haute tension et pour dédommager selon la réglementation tous ceux dont les cultures ou les bâtis seront touchés ou détruits. Bientôt, le district d'Abidjan, précisément le quartier de Koumassi, le département de Bondoukou et d'autres grands pôles de développement seront aussi visités. Les séances d'ouverture des enquêtes publiques des études d'impact environnemental et social telles qu'exigées par le Code de l'environnement, présidées respectivement par les préfets de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferkessédougou, tenues du 13 au 24 août dernier, ont permis d'informer les populations sur le projet de construction du poste 225 kV Laboa, Boundiali, Ferké et les tracés des lignes de haute tension couvrant les départements de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferké. Par la même occasion, des commissaires enquêteurs chargés de recueillir les avis des populations concernées ont été nommés et présentés à l'Assemblée à chacune des cérémonies. Les échanges ont permis aux populations d'exprimer leurs inquiétudes en ce qui concerne les compensations dérisoires. Rassurées par les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de Landé, la population ne souhaite plus que la réalisation de ce projet le plus tôt possible. Et parlons toujours des populations, elles sont au centre d'une réflexion en Afrique du Sud. Le 9PA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a réuni une cinquantaine de journalistes africains pour échanger sur les questions de population et de développement. Durant 3 jours, ces journalistes ont fait le point de la situation en Afrique. Envoyé spécial à Johannesburg en Afrique du Sud, Delphine Bla. Afrique du Sud, Johannesburg, Birchwood Hotel. Conférence internationale d'une cinquantaine de pays sur la population et le développement. Cet atelier est pour impliquer les hommes des médias, les femmes des médias dans le processus de revue de la conférence internationale sur la population et le développement qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Nous pensons que les médias jouent un rôle extrêmement important dans la mise à l'ordre du jour des questions de population, dans l'implication des hommes politiques dans ce qui concerne l'avenir de l'humanité. S'engager désormais à travers leur production dans les questions de population et de développement afin qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Mettre fin également aux violences et aux grossesses chez les adolescentes complète les objectifs de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Pour les journalistes africains, cet atelier est à saluer. Il y a de nouveaux concepts qui naissent. Les journalistes ont besoin d'être informés,
d'une mise à niveau pour pouvoir bien travailler. Cet atelier est le bienvenu parce que ce n'est pas souvent qu'on parle de la CIPD dans les médias. Ensuite, après la CIPD, on a commencé à parler des objectifs du millénaire pour le développement. Et finalement, les objectifs du millénaire pour le développement ont un peu caché la CIPD et on n'en parle pas souvent. Donc cet atelier qui permet effectivement de revenir sur la CIPD, de parler des questions de population, est vraiment une très bonne chose. Meilleure compréhension des questions sur la conférence internationale pour la population et le développement, la CIPD, à travers communication, partage d'expériences et discussions. Les journalistes se séparent après 3 jours de travaux intenses, chacun ayant à l'esprit désormais d'attirer l'attention des gouvernants sur le développement des peuples africains. Retour en Côte d'Ivoire, Langui Kwadiokro a désormais une école primaire de 3 classes. C'est le programme présidentiel d'urgence qui vient de doter le village de cette école. Les clés de l'établissement ont été remises aux autorités locales en présence de Jeanne Peumont, conseillère du président de la République chargée des affaires sociales et du genre. Charles Tatou. Ce bâtiment de 3 classes est une réalisation du programme présidentiel d'urgence PPU. Il vient réduire les difficultés des parents d'élèves et des écoliers de Langui Kwadiokro. Pour prendre des cours, les enfants de ce village étaient obligés de se rendre à Didievi, parcourant 6 km par jour. Venu remettre officiellement les clés de la première école primaire de Langui Kwadiokro, Jeanne Peumont, conseiller du président de la République chargé des affaires sociales et du genre, a été accueilli dans une liesse populaire. L'ambassadeur Kona Nguessan Marcel a exprimé la reconnaissance de la population de Langui Kwadiokro au chef de l'État Alassane Ouattara pour cet édifice scolaire qui, selon lui, contribuera à accroître le niveau de scolarisation des enfants de leur village. Jeanne Peumont a rassuré les populations quant aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Fin des travaux des ateliers de validation du plan d'opérationnalisation de la réforme des filières coton et anacarde. Le ministre de l'Agriculture a réaffirmé la pertinence de la réforme aux participants. Une feuille de route pour la mise en œuvre de la réforme a été définie. Noël Niagno nous en parle. La réforme des filières coton et anacarde, la phase 2 est terminée, c'est-à-dire le document d'opérationnalité où les différentes déclinaisons du décret d'application est validé. 3 jours ont été nécessaires, après discussion et échange entre toutes les parties prenantes. Une grande première. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour tous de se retrouver et de savoir que nous avons un même destin. Et de savoir que ceux qui nous accompagnent ne sont pas contre nous. Au contraire, ils veulent nous aider à trouver une solution. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a salué l'engagement quantitatif et qualitatif des participants avant de les remercier et indiquer l'esprit de la réforme. Nous ne faisons pas une réforme pour que quelqu'un perde tout et on ne fait pas de réforme aussi pour que quelqu'un gagne tout. Nous faisons une réforme pour qu'il y ait un meilleur équilibre et qu'il y ait de l'équité qui assure la pérennité de la filière. Pour cette pérennité, la réforme met en place au plan institutionnel une direction générale de l'ARECA, autorité de régulation des filières coton et anacarde, et 2 directions générales adjointes, l'une pour le coton, l'autre pour l'anacarde. Autre fait notable à souligner dans cette réforme, le retour du zoning au niveau de la filière coton. L'État avait bien dit qu'à partir de 2000, que la filière était libéralisée. Malheureusement, cette libéralisation n'a pas été bien comprise par tous et on a assisté à un désordre. Aujourd'hui, il faut corriger ces désordres-là. Il s'agit simplement de redéfinir des zones aux différents acteurs pour pouvoir mener des actions de développement, des actions à moyen terme comme la culture attelée qui constitue aujourd'hui le fer de lance du développement de la culture cotonnière et de la modernisation des exploitations en zone de savane de Côte d'Ivoire. Concernant l'anacarde, l'acquis notable reste la structuration de la commercialisation. L'innovation au niveau de l'anacarde, c'est d'abord la structuration de la commercialisation. C'est une filière naissante.
ça a un intérêt économique et donc il faut organiser cette filière. On a constaté qu'il y avait une très forte volatilité au cours de la commercialisation où les prix pouvaient varier vraiment du simple au double. Donc c'est l'objectif, l'innovation, c'est d'agréer tous les acteurs qui vont intervenir dans cette filière-là. C'est fort de ces acquis et des recommandations formulées pour la durabilité des deux filières que les participants se sont séparés avec l'espoir que les fruits seront à la dimension du labour de ces 72 heures. Une école, des logements pour les agents de santé, des produits phytosanitaires et plus de 180 millions de francs CFA. C'est le montant de la prime perçue par les cacaoculteurs d'une coopérative à Gbapleu dans la région de Dokwe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les membres de la coopérative viennent de recevoir leur prime. Des explications avec Léon Brou. De l'argent remis à des producteurs de cacao des régions du Guémon et du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont des montants compris entre 80 000 et 102 000 francs pour un cumul d'environ 184 millions de francs CFA. Le tout représente la prime pour plus de 4 millions de kilogrammes de cacao de bonne qualité vendus au titre de la campagne agricole 2012-2013. En plus de cette prime d'encouragement, la société d'achat et de distribution Sogad, une entreprise coopérative, a offert à ses paysans 20 millions de francs CFA en produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs plantations. Une école de 3 classes et un logement pour personnel de santé ont été également offerts. Des gestes pour le bien-être social des agriculteurs et leurs familles, salués par les bénéficiaires et le sous-préfet de Gbapleu qui a saisi l'occasion pour exhorter à la scolarisation des enfants. À Boaké, un groupe de plus de 40 personnes confectionne des mortiers. Ces personnes fabriquent ainsi plus de 1500 mortiers par mois qui sont vendus dans tout le pays. Elles travaillent le bois de façon très particulière pour donner des mortiers de bonne qualité aux ménages. Je vous conduis donc dans l'univers des tailleurs de bois, de mortiers avec Soro Corona et Kwadjo Kwame. Le mortier, matériel permettant de transformer des aliments en pâte ou en poudre grâce à l'action d'un pilon, est fabriqué en bois. La fabrication de ces ustensiles indispensables à la cuisine africaine était la chasse gardée d'une communauté en Côte d'Ivoire. Selon les habitudes alimentaires et la qualité des aliments, chaque foyer dispose de plusieurs mortiers. Depuis les années 70, les Ivoiriens s'intéressent à ce métier physique qu'est la fabrication du mortier. En la matière, Boaké constitue la capitale des meilleurs fabricants, et cela à cause de la qualité du bois. Les bois de là-bas n'ont pas la même qualité que les bois du centre. Donc les clients préfèrent les bois du centre, les mortiers du centre. En basse-côte là, toujours il y a la pluie là-bas. Ce qui fait que les bois de là-bas n'est pas bon. L'acajou et l'iroko sont les meilleures essences pour la fabrication du mortier. Les bois coupés dans les forêts sont mis en morceaux, transformés en cellulles pour leur donner forme. Un artisan dispose d'1 ou de 2 heures de temps, selon son habileté, pour faire du morceau de bois un mortier. Un tailleur de bois peut donner forme à 5 mortiers maximum par jour. Ici, rien ne se fait à la machine. Ce sont au moins 40 artisans qui chaque jour travaillent le bois sur ce site. Plus de 1500 mortiers sont fabriqués par mois et vendus à travers le pays. Après l'étape de la mise en forme, les mortiers sont acheminés chez les vendeurs au marché. Eux aussi ajoutent leur touche avant la commercialisation. Les mortiers sont frottés avec de la potasse et ensuite maquillés à l'huile rouge. Tout ce travail pour prolonger la durée de vie de la marchandise. Les pilons et les mortiers ne sont pas taillés dans les mêmes bois. Un mortier peut durer 10 ans. Ce qu'il peut dire aux femmes, une fois qu'ils finissent de travailler, utiliser le mortier, il ne faudra pas qu'ils laissent ça au soleil, quoi. De nombreux jeunes déscolarisés et des femmes s'adonnent à ce commerce. Cependant, ce secteur pourvoyeur d'emploi est toujours dans l'informel et confronté à de nombreuses difficultés pour son essor. Bien voilà, un mot de religion, pèlerinage national des légionnaires au stade Biaka Boda de Gagnoua.
Durant 2 jours, ces légionnaires ont prié la Vierge Marie pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et c'était à la faveur de la commémoration de la Vierge Marie. Le reportage de Norine Agnigouri. Ce sont plus de 20 000 membres de la Légion de Marie qui ont effectué ce pèlerinage à Gagnoa pour vénérer la Vierge Marie et surtout porter la Côte d'Ivoire et ses habitants en prière. Veillée mariale, enseignement, procession avec la Vierge Marie, prière, messe d'action de grâce et messe pour les défunts ont constitué les temps forts de cet événement. Les légionnaires en tirent un grand profit. Je suis très heureux vraiment de participer à cette journée mariale. En tout cas, tout s'est très bien passé. Et nous espérons être repartis chez nous avec vraiment toutes les grâces et surtout en cette occasion de la nativité de notre Mère du Ciel entre la Vierge Marie. Les responsables de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire se réjouissent d'avoir atteint leur objectif. C'est un sentiment de joie, de paix, d'amour, parce que nous avons prié pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est une expérience formidable. Tant que les légionnaires soient des artisans de paix, parce que c'est là aussi notre mission. Quant au président de la cérémonie, Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoa, il a invité les légionnaires, fidèles catholiques et l'Assemblée à être des messagers de paix. À présent, frères et sœurs, nous cherchons le chemin de la réconciliation qui conduit à la paix. Si vous continuez de vous battre entre vous, de vous mordre, de vous vouloir du mal, vous disparaîtrez tous spirituels. Cette célébration a été aussi marquée des 63 ans d'anniversaire de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire et des 92 ans d'existence de cette communauté dans le monde. Dans le reste de l'actualité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, a présidé ce lundi son premier conseil des ministres au lendemain de la formation du gouvernement dirigé par le premier ministre Oumar Tatamli. Lors de ce premier conseil des ministres, le président Ibeka a invité les membres du gouvernement à faire face à la mission qui les attend. Regardez. 24 heures seulement après leur nomination, les membres du gouvernement Tatamli viennent au palais de Koulouba pour recevoir leur feuille de route des mains du président de la République. Une feuille de route que les poids lourds de l'équipe gouvernementale semblent déjà connaître par cœur. Faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées et de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. On sait qu'il y a la crise du Nord et j'espère qu'on aura une diplomatie qui va non seulement aider les pays, mais aussi à régler ce problème objectivement. Au total, 34 ministres et ministres délégués font partie du nouveau gouvernement malien. Parmi eux figurent 4 femmes, mais aussi 6 membres du gouvernement de transition, dont le général Moussa Sinko Koulibaly à l'administration territoriale ou encore Tieman Hubert Koulibaly au domaine de l'État. Le tout premier conseil des ministres du Mali post-crise s'est tenu ce lundi à Bamako sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réaffirme aussi sa volonté de réconcilier les Maliens. Illustration de cette volonté, la nomination d'un ministre de la réconciliation et du développement des régions du Nord. Un acte salué par une frange de la population. Et avant de refermer les pages de ce journal, ce lundi, l'ONU a appelé la Syrie à la destruction des armes chimiques. En Russie également, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé la Syrie à mettre sous contrôle international ses armes chimiques et à les détruire ce lundi. Cette déclaration est intervenue quelques heures après sa rencontre à Moscou avec le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem. Moscou espère que cette mesure empêchera des frappes militaires occidentale en Syrie. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. À demain.